Vache folle, l'hypothèse de la transmission à l'homme prise très au sérieux par le directeur général de la santé. Affaire des HLM de Paris, la polémique prend une dimension nationale. Lionel Jospin accuse nommément le président de la République et son Premier ministre. Cancer de la peau, attention au soleil et dès le plus jeune âge, c'est le cri d'alarme des spécialistes. Roland Garros, finale inédite, opposera l'Allemand Stich au Russe Kafelnikov qui a sorti le numéro 1 mondial, Pete Sampras, en 3-7. Madame, monsieur, bonsoir. Il a fait en moyenne plus de 30 degrés aujourd'hui sur l'ensemble du pays. La ville la plus chaude a sans doute été Rennes avec 32 degrés. C'est un record qui datait de 1888 qui a été battu aujourd'hui à Rennes. Chaleur, soleil, mais aussi sur les grandes villes, sa conséquence, la pollution. Sur Paris aujourd'hui, elle est restée à un niveau critique, 8 sur une échelle de gravité qui va jusqu'à 10. Et sur la région parisienne, dans de telles circonstances, le ciel bleu vire au gris. José Blanc-Lapierre, Claude Barnier. 19 degrés, pas un souffle de vent. Paris s'éveille sur une journée d'été, mais un été privé de ciel bleu. C'est ainsi à Paris depuis mardi, car entre la canicule et la ville, rien ne va plus. Au cœur de la discorde, les embouteillages. Sans ménager nos bronches, la journée démarre. Nos poumons se remplissent alors du cocktail toxique, hydrocarbures, dioxyde d'azote. 8 heures, voici le premier pic de pollution de la journée. Entre midi et 2, la chaleur atteint son maximum. Toujours pas de vent, la ville suffoque. C'est maintenant de l'ozone que respirent les Parisiens. Un gaz toxique provoqué par l'effet de la chaleur sur les vapeurs d'échappement. Un gaz persistant, capable de parcourir des kilomètres. Avant-hier, sur Rouen et Le Havre, ils avaient également des niveaux importants. Et donc on peut penser que comme le régime de vent était au régime sud-est et qu'ils étaient donc situés sous le panache en quelque sorte de l'agglomération parisienne, ils aient reçu une partie de l'ozone qui avait été formée sur la région parisienne. Les courbes d'air par Riff le montrent. Depuis mardi, la qualité de l'air à Paris est plus que médiocre, sans pour autant atteindre la cote d'alerte. Pourtant, le soir, il faut rentrer. Provoquer de nouveaux embouteillages, Paris vit alors son 3e pic de pollution de la journée. La pollution atmosphérique a des causes bien précises, l'activité industrielle, mais de très gros efforts ont été faits dans ce domaine. Reste donc l'automobile, et notamment les voitures dont les moteurs sont mal réglés ou encore vieillissants. Philippe Visserias, Gilles Leblair. Cet appareil est impitoyable. En quelques secondes, il va déterminer le taux de monoxyde de carbone que dégage votre voiture. Si vous êtes au-dessus de 4,5%, c'est 300 francs d'amende, payable sur le champ. Dans un premier temps, vous faites l'objet d'une contravention. Et en plus, vous aurez un mois pour faire régler le véhicule et pour justifier de la remise en état de votre véhicule. À Paris, la brigade de contrôle technique opère toute l'année. 10% des véhicules qu'elle arrête ne sont pas conformes aux normes anti-pollution. Je savais même pas que ça existait ce genre de contrôle, pour vous dire. Je savais même pas que ça existait. Les normes actuellement, c'est 4,5. Là, vous êtes au-dessus, madame. En effet. Voilà. Pourtant, il n'y a pas longtemps qu'elle a été à la révision. Les gaz polluants rejetés par les voitures favorisent l'effet de serre et constituent la principale cause de pollution en ville. D'après le Conseil national des professionnels de l'automobile, les révisions effectuées lors des habituels contrôles techniques ne sont pas suffisantes. Pour ne pas polluer, il faudrait faire régler son moteur chaque année ou tous les 10 000 km. Ça peut être mal réglé pour des problèmes d'allumage, pour des problèmes d'alimentation essence ou pour des problèmes de prise d'air moteur. Et tout ça, ça pollue? Tout ça, ça pollue, effectivement, oui. Ces mesures ne satisfont pas les écologistes. Ils réclament des décisions radicales en période de pic de pollution. On peut demander aux automobilistes, comme ça c'est fait à Strasbourg, de ne plus prendre leur voiture. On peut donner un petit coup de pouce financier pour les transports en commun pour que ça soit moins cher pendant ces périodes-là. Ça s'est fait aussi à Strasbourg, donc c'est possible. C'est des mesures qui coûtent pas cher, qui sont faciles. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. Limiter le nombre de véhicules, on en est encore loin. Pour le moment, les pouvoirs publics essayent de limiter la pollution, voiture par voiture. Au moment où les Européens s'apprêtent à réduire l'embargo sur certains produits dérivés bovins en provenance de Grande-Bretagne, en France, le directeur général de la Santé déclare que l'hypothèse d'une transmission de cette maladie à l'homme doit être prise très au sérieux. Il faut, dit-il, accorder à cette hypothèse un énorme crédit. Christian Marimonneau, Michel Levasseur. Les vaches folles vont finir par faire perdre la tête aux hommes politiques et aux scientifiques. Des experts français, dirigés par le Dr Dormont, ont rédigé un rapport rendu public ce matin. Ils ont étudié la relation entre la maladie de la vache et de l'homme. Les arguments que les chercheurs nous apportent
donne comme tout à fait possible la transmission de ce type de maladie à prions de la vache à l'homme. Depuis plusieurs mois, les vaches anglaises étaient sous haute surveillance. Toutes les études vont dans le même sens, le risque zéro n'existe pas. Le gouvernement français plaide la transparence en rendant public ce rapport. Prudent, il ne suit pas complètement la levée partielle de l'embargo. En réalité, il n'y aura importation, par exemple, de gélatine ou de suif venant de Grande-Bretagne que si nous pouvons, nous-mêmes, Français, contrôler en Grande-Bretagne les conditions de fabrication, les conditions, ce qu'on met exactement dans ces produits, et sinon, il n'y aura pas de levée d'embargo. Dans un premier temps, la gestion de la crise a échappé aux scientifiques. Puis, les politiques ont préféré transmettre le dossier à la Commission de Bruxelles. Le syndrome du sang contaminé était dans toutes les mémoires. Aujourd'hui, les scientifiques ont retrouvé la parole dans l'intérêt du consommateur. C'est dans ce contexte que le magazine de défense des consommateurs Que Choisir invite les Français à boycotter la confiserie en provenance de Grande-Bretagne dans la mesure où Londres ne veut pas communiquer toutes les informations pouvant garantir que ces produits ne proviennent pas de dérivés bovins comme la gélatine ou le suif. Patrice Velay, Michel Levasseur. Ces hommes enquêtent dans les magasins parisiens pour le compte de l'Union des consommateurs. Déclarés suspects, des bonbons, des gâteaux fabriqués en Grande-Bretagne et contenant de la gélatine. Rien de plus n'est précisé sur les paquets, aucun détail. Alors dans le doute, faute d'informations supplémentaires, Que Choisir a déclaré le boycott de ces produits. Tous les scientifiques reconnaissent, ils sont unanimes pour dire que les conditions de fabrication anglaises du suif et de la gélatine n'obéissent pas à des conditions telles qu'on puisse garantir l'innocuité pour la santé publique. De plus, les autorités britanniques refusent toute communication sur leurs procédés de fabrication et donc il n'y a pas de raison. Donc on appelle à boycotter les produits alimentaires anglais qui contiennent du suif et de la gélatine. En première ligne de ce boycott, les magasins anglais de France. Ici, depuis l'embargo fin mars, les produits ont été modifiés, la provenance de la gélatine du suif contrôlé. Le chiffre d'affaires n'en a pas souffert et côté client, on ne s'inquiète pas trop. Moi je fais pas attention, j'aime bien les produits anglais, c'est vrai, je fais pas attention. Je regarde tout, ce qui est écrit en petit, toute la composition du produit, de quoi il est composé, ses ingrédients de base et les additifs, les conservateurs. Et après, tout. vous en concluez quoi? J'achète ou j'achète pas. Pour Que Choisir, la décision française d'assouplir l'embargo est politique. Aujourd'hui, les scientifiques doutent toujours, ce qui pour l'association motive le boycott. Au moins le temps d'obtenir de la Grande-Bretagne des informations complètes et fiables. 6 heures de direct hier soir sur toutes les grandes chaînes de télévision françaises pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le sida. Un événement marqué par l'émotion mais aussi par la passion de certains intervenants. Gilles Marinet. Le sens de la vie, il est là, dans ce qu'on peut partager avec mes amis. J'ai plus aucune défense immunitaire, j'ai 0 T4 et je me permets, j'ose vivre. Et je dirais le seul risque que je prends aujourd'hui, c'est le risque de vivre et d'oser encore aimer. L'espoir de Patricia, par-delà maladie et souffrance, un moment fort de la soirée du SIDAction. Près de 6 heures d'émission pour tenter d'enrayer la progression du fléau. D'avoir la gentillesse de rester debout. Depuis que cette émission a commencé, là maintenant, à peine 10 minutes, 50 personnes dans le monde ont été contaminées par le virus du sida. La collecte doit durer tout l'été. Il faudra donc attendre plusieurs semaines pour disposer des premiers résultats. En tous les cas, cette deuxième édition restera marquée par l'intervention des militants d'ACT UP, dénonçant les expulsions d'étrangers atteints du sida. Il y a un avion pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde? Oui, non, d'abord il ne faut pas dire des choses comme ça, hein. C'est pas bien. Moi je m'en vais. Vous êtes un assassin. Aujourd'hui, le président d'ACT UP affirme qu'il n'avait rien prémédité. Sans renier ses propos, il plaide le coup de sang. J'en pouvais plus, je voyais ces images, je voyais tout ce côté émotionnel, larmoyant, la famille, les enfants, et je pensais quand même à tous les militants d'ACT UP qui étaient morts depuis le précédent SIDAction. Devant un public quelque peu chahuté, le mot de la fin restera à Michel Boujna qui rappelle l'objectif de la soirée. Il faut que ça parle, il faut que les gens se disputent. Mais ce soir, il y a une chose qui est importante, c'est envoyer de l'argent, c'est se battre pour que les gens donnent de l'argent. Il faut 300 millions de francs.
La polémique sur le fonctionnement de l'office public de HLM de Paris a pris une dimension nationale avec l'intervention du premier secrétaire du Parti socialiste, M. Jospin, mettant directement en cause non plus seulement l'actuel maire de la capitale, M. Jean Tibéri, mais l'ancien, M. Chirac, devenu président de la République, et Alain Juppé, son Premier ministre, qui était son adjoint. À propos de cette affaire, deux témoignages intéressants ce soir. Celui de l'ancien financier, disons, secret du Parti socialiste, Gérard Monat, et la réponse de M. Peyrol, qui fut président de l'OPAC. Michel Fine, Franck Brisset. Lorsqu'en avril 1995, le juge Alphen perquisitionne à Mémac en Corrèze, il sait très bien qu'il est en train de mener ses investigations dans un fief chiracien. Georges Peyrol, le maire de la ville, est un ancien conseiller de Jacques Chirac. Jusqu'en octobre 1993, il était surtout l'ex-directeur général de l'office HLM de Paris, l'OPAC, dont le président était Jean Tibéri. Or, le fonctionnement de l'office HLM intéresse au plus haut point Éric Alphen. Le juge soupçonne que les marchés pourraient avoir permis de financer le RPR via un homme, un intermédiaire, un certain Jean-Claude Méry. Gérard Monat, l'ancien patron d'Urbac, connaissait Jean-Claude Méry, qui était selon lui son alter ego au RPR et à l'office HLM. Eux, c'était plus simple. Ils avaient une tête au sommet qui décidait que pour tel marché, bon, ça valait tant. Et on expédiait Jean-Claude Méry voir les entreprises en disant, voilà, si vous voulez avoir le marché, vous payez. Et lui, après, il renvoyait à 500 en disant, bon, ils sont d'accord pour payer, et on leur donnait le marché. Qui était la tête? Ah, bon, on le sait, Tibéri. La technique Méry était très différente de la vôtre? Bien sûr. Quelle était la différence? La différence, c'est qu'ils travaillaient aux valises, simplement. Aux valises? Oui. La valise, c'est du jargon de notre métier, ça. Ce soir, ces propos sont formellement démentis par Jean Tibéri, qui porte plainte. L'ancien directeur de l'office, Georges Peyrol, dénonce quant à lui ce qu'il appelle une campagne de diffamation. Je considère qu'il ne s'agit que d'un épisode d'une campagne orchestrée qui dure maintenant depuis 1 an et demi et qui tente à discréditer l'OPAC de Paris, aussi bien dans l'opinion publique que vis-à-vis de ses locataires. À ce jour, dans ce dossier, le juge Alphen n'a mis qu'un seul homme politique en examen, Georges Peyrol. Et ce soir, M. Jean Tibéri, le maire de Paris, porte plainte en diffamation après les déclarations de M. Gérard Monat, l'ancien président d'Urbac que vous venez d'entendre. Dans cette affaire, je le disais tout à l'heure, la dimension politique nationale, c'est donc M. Jospin qui l'a donnée hier soir en mettant directement en cause le Premier ministre et le Président de la République. Chef Wittenberg, Pierre Moscovici. Corruption généralisée, les mots sont durs, Lionel Jospin se fâche et élève la polémique de plusieurs degrés. Il s'en prend directement à Jacques Chirac, en son temps impliqué selon lui dans le système de gestion des HLM parisiens. Accusant le gouvernement de freiner le cours de la justice, Lionel Jospin attaque le chef de l'État, mais aussi Alain Juppé et Jacques Toubon. Qui était le maire de Paris pendant toute cette période? Qui était le premier adjoint aux finances? Qui était le maire délégué au 13e arrondissement, secrétaire général du RPR? C'est l'ensemble d'un système qui est en cause, qui doit être connu de l'opinion, qui doit être décortiqué par la justice et sanctionné. Derrière les attaques politiques, la situation de l'actuel maire de Paris, de plus en plus inconfortable. Jean Tibéri dénonce des mensonges, des accusations extravagantes, une campagne de calomnie. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires par rapport à ce que j'ai déjà indiqué. J'ai contesté totalement les propos qui ont été fournis récemment. Je prépare un document écrit, réponse à plusieurs questions, et je les ferai connaître à la presse dans les prochains jours. Le RPR vient à la rescousse du maire de Paris, des ragots, des règlements de compte, des intérêts partisans. C'est la vision de l'affaire par le parti gaulliste, une affaire qui a pris aujourd'hui un tour résolument politique. En Corse, le FLNC Canal Historique prolonge sa trêve, c'est ce qu'il indique aujourd'hui, mais revendique les mitraillages de gendarmerie qui ont eu lieu les semaines dernières sur l'île. C'est en fin d'après-midi que les 10 membres présumés de l'organisation séparatiste basque espagnole ETA, en situation illégale en France, menacés d'expulsion et qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de la cathédrale de Bayonne, ont finalement été évacués. François Privat, Anne Fribourg. Évacuation sous haute surveillance pour une vingtaine de militants basques. Aux environs de 18 h, le quartier de la cathédrale de Bayonne est entièrement bouclé et les journalistes tenus à l'écart. Pour l'instant, on ne sait toujours pas où sont détenues les personnes interpellées. Parmi elles, 10 membres présumés de l'organisation indépendantiste basque ETA, toutes de nationalité espagnole. 8 hommes et 2 femmes expulsés par la France vers des pays d'Amérique latine en 1985.
En grève de la faim depuis le début de la semaine dans la cathédrale de Bayonne, ils réclament le droit de vivre en Pays basque français. Il semblerait que la plupart, ou un bon nombre des personnes qui se trouvent à l'intérieur de la cathédrale de Bayonne, n'aient en fait pas fait l'objet d'arrêté d'expulsion il y a 10 ans ou 12 ans. Qu'à l'époque, leur titre de séjour était arrivé à expiration, qu'elles avaient été refoulées hors de France, mais sans faire l'objet d'arrêté d'expulsion. Thèse infirmée ce soir par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Hier, vers 19h, de sérieux incidents avaient éclaté entre forces de l'ordre et sympathisants de la cause basque venus soutenir les grévistes de la faim. Pendant près de 24 heures, tous les environs de la cathédrale de Bayonne ont été rendus inaccessibles, surveillés en permanence par plus de 200 policiers. Après quelques mois d'apaisement, la secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, se retrouve face à face avec son homologue de Force ouvrière, Marc Blondel. M. Blondel est opposé à la réforme de la sécurité sociale, telle que la veut le gouvernement. Mme Notat y est favorable, sur le principe du moins, et à l'occasion des élections à la présidence de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CFDT présente cette année un candidat dans le fief de Force ouvrière depuis une trentaine d'années maintenant. Laurent Bailly, explication. Nicole Notat est en train de recueillir les fruits de son soutien au plan Juppé de réforme de la Sécu, ce même soutien qu'il avait contraint de fuir sous les huées des manifestants lors du conflit social de l'hiver 95. Or aujourd'hui, elle est en passe de bouleverser la carte figée de la Sécu. Actuellement, la CFDT gère la branche vieillesse, la CFTC les allocations familiales et Force ouvrière dirige la branche maladie depuis 67. La CNAM, une île au trésor de 1000 milliards de francs et près de 100 000 personnes, d'où la volonté de la CFDT de s'en emparer pour appliquer la réforme de la Sécu. C'est le grand enjeu, c'est la faire appliquer sans dérive, sans dysfonctionnement, en faisant en sorte que ce soit les assurés sociaux qui soient les gagnants de l'opération. Eh bien, qu'elle gère, Madame Notat. Elle a déjà remis en cause le régime d'assurance chômage quand elle en a été la présidente. En ce moment, elle peut être peut-être l'organisation qui va remettre en cause le régime de sécurité sociale. Furieux, Marc Blondel, de cet abordage lancé par Nicole Notat, d'autant que la CFDT pourrait bénéficier de la neutralité bienveillante du CNPF, attaché lui aussi à la réforme. Il appartient à chacun de se déterminer. Ce n'est pas moi qui décide, ni pour Force ouvrière, ni pour la CFDT. Le patronat est de bonne volonté dans cette affaire, mais vigilant. En tout cas, d'ici le 15 juillet, date de l'élection, d'autres alliances peuvent encore se nouer. Car pour éviter une CFDT trop puissante, le patronat ne veut pas non plus que FO soit totalement écarté de cette chasse au trésor version Sécu. D'après le journal Le Monde, M. Bernard Tapie et son épouse ont été mis en examen pour banqueroute dans une nouvelle affaire concernant une filiale du Crédit Lyonnais, la SBDO. Dans un communiqué, M. Bernard Tapie proteste contre la mise en cause de sa femme qui, dit-il, est étrangère à tous les faits qui lui sont reprochés. Il estime être victime d'une véritable persécution. 4 ans de prison contre l'ancien numéro 2 de la brigade de répression du banditisme. C'est ce qu'a demandé le procureur aujourd'hui. Le commissaire Féval est accusé d'avoir prévenu l'un de ses amis restaurateurs qu'il était soupçonné dans une affaire de drogue. Cet homme se révélant par la suite être véritablement un trafiquant. Philippe Boissery, Jean-François Rallo. Il est des anxiétés difficiles à cacher. À l'aide de cigarettes et de chewing-gum, Philippe Féval tente d'encaisser les 4 ans de prison ferme requis contre lui par le procureur de la République. D'une voix posée, Bernard Foss décoche des flèches. Vous n'avez pas fait votre travail, dit-il. Le plus grave, vous avez dynamisé, conforté, activé des trafiquants qui aujourd'hui nous disent « nous étions protégés par les policiers ». Malgré une interprétation parfois erronée des faits, le procureur ne faiblit pas. Il accuse même Philippe Féval d'être sous les ordres de Roland Plégat, la tête du réseau de drogue. Et même s'il n'a pas trouvé quel pouvait être l'intérêt pour le policier, il refuse de croire qu'une information donnée à un trafiquant puisse être une simple erreur. Il y a une totale disproportion entre l'erreur qu'a pu admettre le commissaire Féval, l'erreur du 23 juillet, et ces réquisitions qui correspondent à des réquisitions relatives à une complicité active dans un trafic de stupéfiants, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour plaider la relaxe, les avocats de Philippe Féval ont 3 alliés de choix. 3 hauts fonctionnaires de la police venus témoigner en faveur du commissaire. Parmi eux, Claude Cancès, patron à l'époque de la police judiciaire. Je suis intimement convaincu, dira-t-il au tribunal, que parmi les prévenus, un au moins n'est pas un voyou, mais un honnête homme, c'est Philippe Féval. Entre une police dithyrambique et une justice accusatrice, il est difficile de se faire une idée.
Dans une de nos récentes éditions, nous avons relaté un procès mettant en cause des fonctionnaires du Conseil régional d'Alsace, accusés notamment de trafic d'influence. L'ancien directeur de la région, M. Carlin, a été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme. En revanche, 8 autres prévenus ont été relaxés, et notamment notre confrère Michel Meyer. Toujours à propos des offices HLM dont nous parlions tout à l'heure, ont lieu actuellement des élections locales. Ces élus composeront les conseils de ces offices. Et à cette occasion, le Front National a décidé de procéder à un test en présentant un certain nombre de candidats dans toute la France. Et au vu des premiers résultats, il s'avère probant. Michael Darmon, Marc Savidon. Journée spéciale élection à l'OPAC d'Évreux. Les bulletins de vote envoyés par la poste sont vérifiés et validés sous l'œil des candidats. Jean-Claude Lucas du Front National est le seul à être venu avec son observateur politique. Non, je ne suis pas du tout sur la liste. Moi, je suis conseiller municipal d'Évreux. C'est tout. Hein. Et par contre, j'ai fait une campagne électorale assez virulente pour M. Lucas. 3 sièges sont à pourvoir au conseil d'administration de l'office HLM. Le scrutin est dépouillé par les agents de l'OPAC. Front National. ASECO. 2 heures plus tard, les résultats sont connus. La liste Front National des locataires, conduite par M. Lucas, a obtenu 789 voix, soit 24,88% et obtient un siège. Le mouvement lepéniste fait donc officiellement son entrée à l'OPAC de l'Eure, une présence qui inquiète les autres élus. Le Front National intervient en tant que parti politique vis-à-vis de ces élections. Donc pour nous, c'est vrai, c'est pas du tout évident. D'autant plus que les autres organisations politiques, que ce soit de gauche ou de droite, ne se sont pas du tout mobilisées pour défendre ce type d'élection. On est en train de piéger les locataires, purement et simplement. Aujourd'hui, le Front National a également obtenu un siège à l'OPAC de la Moselle, des Ardennes et à la Phocéenne d'habitation dans les Bouches-du-Rhône. Pour le mouvement de Jean-Marie Le Pen, ces élections au conseil d'administration des offices HLM constituent un test pour vérifier son implantation en milieu populaire. L'actualité internationale, la campagne électorale en Russie est marquée aujourd'hui par une tentative d'assassinat d'un candidat à la mairie de Moscou. La criminalité, et vous le savez d'ailleurs, en hausse constante dans ce pays. Elle permet aussi à ceux qui créent des sociétés de gardiennage et de surveillance de faire fortune là-bas et de faire aussi du même coup de la politique. Dominique Derda, Éric Mézy. Depuis sa plus tendre enfance, le tout nouveau vice-président du conseil régional a la passion des armes et c'est une fine gâchette, même au pistolet de collection. Dans le mille. Et du premier coup. C'est comme ça que nos ancêtres savaient se servir d'une arme. Saratov, au bord de la Volga, une ville-étape sur l'ancienne route de la soie. Ici, comme partout ailleurs en Russie, avec l'effondrement du régime soviétique et l'avènement d'un capitalisme pour le moins sauvage, profitant du chaos, les petits truands sont vite devenus de gros mafieux qui règlent leur compte à la Kalachnikov. 11 morts d'un coup en novembre dernier. De quoi inquiéter les honnêtes citoyens de plus en plus nombreux à réclamer que quelqu'un, enfin, remette de l'ordre dans la région. Et cela, à Saratov, Vyacheslav Malsev, l'ancien inspecteur de police, l'a compris le premier. Pendant de longues années, mon travail, mes activités étaient un sujet tabou. Mais depuis, la télévision m'a bien servi en montrant, comme je souhaitais, les aspects positifs. Les aspects positifs de ces activités, en voici un bref aperçu filmé à sa demande par la télévision locale. Ces hommes sont des vigiles, des gardes du corps, employés par la société de gardiennage qu'il a fondée en 1989. Dans n'importe quelle démocratie occidentale, ces images auraient de quoi effrayer les électeurs. Ici, au contraire, elles rassurent. Bon nombre d'officiers de police prétendent que le taux de criminalité s'est stabilisé. C'est faux. Parfois il l'est, parfois non. Et alors il faut prendre des mesures sévères. Mais on ne peut pas parler de réelle stabilité. Et c'est ainsi, grâce à sa véritable armée d'anciens d'Afghanistan, du KGB ou des forces spéciales, 600 hommes au total, que Vyacheslav Malsev s'est fait un nom. À 31 ans, il vient d'être élu dans un fauteuil numéro 2 de la région. Je suis persuadé qu'en Russie, un homme comme lui, intelligent et qui a un tel sens du devoir, peut aller très loin.
Dans les rues de Saratov, les anciens collègues de Maltsev à leur tour se mettent à faire de la publicité. Pour protéger vos biens ou vos proches, dit cette affiche, louez les services de la police. Des services payants, évidemment, comme ceux d'une simple entreprise de gardiennage. À Istanbul, ce soir, un gouvernement d'obédience islamiste va être présenté au président de la République. C'est la première fois dans ce pays qu'une telle échéance politique se présente. À Istanbul se tient actuellement également le sommet des plus grandes villes du monde. La Chine est représentée par le maire de Pékin, une ville de plus de 10 millions d'habitants qui est en train de changer complètement, radicalement d'aspect. On rase tous les vieux quartiers de petites maisons pour les remplacer par des immeubles. Conséquence des transferts de population. Jérôme Bonny, Tristan Lebras. C'est le Pékin d'hier qui est en train de partir en poussière. Le Pékin des routongs, des ruelles, des cours et des maisons basses. Sur 1 700 000 habitants de la vieille ville, un bon tiers doit partir. Le signe Chai, détruire, est sans appel. Avant, ici, il y avait un médecin. C'était facile de le voir. Maintenant, il a déménagé. On doit aller très loin pour voir un médecin. Il faut prendre l'autobus et ça coûte cher. Madame Wang n'a plus sa place au centre de la nouvelle capitale impériale. Il est bien loin le temps où aucun immeuble ne pouvait s'élever plus haut que la cité interdite. Quand le 3e périphérique a été achevé il y a 3 ans, il marquait la frontière de la ville. À la place de ces immeubles, il y avait des champs. Le schéma directeur pour l'an 2010 prétend faire de Pékin une mégalopole asiatique qui fera pâlir Tokyo ou Singapour. Il y a 300 chantiers dans la capitale où l'on travaille jour et nuit. Bénéfice assuré pour les investisseurs, souvent hongkongais, puisque le mètre carré se vend au prix du 7e arrondissement à Paris, et tant pis pour les économiquement faibles. Madame Wang s'est vue proposer un appartement dans l'une des cités loin de tout qui pousse autour de la ville. Son voisin, lui, a accepté, peut-être un peu vite. Il n'y a personne qui s'occupe du nettoyage? Non, personne ne fait l'escalier, il faut nettoyer nous-mêmes. Je suis ici depuis plusieurs mois, d'autres depuis plus d'1 an. Ils nous avaient promis le gaz, le chauffage, mais on attend toujours. Cette fièvre immobilière dont est prise Pékin est un peu à l'image de la surchauffe économique de la Chine, avec toujours pour les autorités le même écueil. Celui de voir s'accentuer les disparités entre les gagnants de l'ouverture, qui peuvent avoir accès à ces immeubles, et les millions de Chinois qui, eux, n'en ont pas les moyens. À Sarajevo, en Bosnie, aujourd'hui, un nouveau signe de paix revenu. On a réouvert 2 salles de cinéma, et ce sont des Français qui ont aidé à cette réouverture. Aubry Edler, Alain Saint. Il faut un moment pour réaliser que l'on est à Sarajevo. On sent bien que rien n'est plus tout à fait pareil, que les visages porteront longtemps le malheur de la guerre, mais la vie a été la plus forte, la ville s'offrant un premier printemps nonchalant. Moins étonnant alors de voir au coin de rue si souvent déserté, à l'ombre même de Sniper Alley, les affiches annonçant l'ouverture du premier festival de cinéma, celui d'Angers à Sarajevo, une sélection de films récents de jeunes auteurs. Comme quelques autres artistes français, Jane Birkin avait déjà fait pendant la guerre la route de Sarajevo. Elle revient aujourd'hui, heureuse, surprise aussi, que les Bosniaques aient trouvé la force de cacher leur plaie en si peu de temps. Quelle gaieté de voir les gens dans la rue. On ne sait pas exactement ce qui... On est frappé par les voix des enfants, les gens qui jouent. Oui, tout ça c'était silence. Tout ça c'était derrière des portes craintes. C'est incroyable, ils vont avoir leur premier été finalement. Le réalisateur Claude Miller est aussi du voyage. Europa Cinéma, l'association qu'il préside, s'est engagé à financer la reconstruction de 2 des salles de Sarajevo. C'est un exploitant, un monsieur qui a des salles de cinéma à Melun, qui a donné ses fauteuils. D'ailleurs c'était difficile autrement parce que nous on n'a pas beaucoup de sous et qu'ici ils en ont encore moins. Oui. Et il a donné voilà. Signe finalement encourageant, comme dans tous les pays du monde, le public de Sarajevo a préféré le plaisir du soleil à celui du cinéma. Ils étaient néanmoins assez nombreux à accepter l'invitation gratuite du festival. Pendant la guerre, on n'avait aucune chance de voir un film. C'était vraiment impossible. J'espère que ça va aller mieux. En sortant, ils avaient les yeux brillants et le briquet impatient de bien des cinéphiles. C'était un soir de juin à Sarajevo, un soir presque semblable au vôtre.
Le directeur du festival du Théâtre National de Château-Vallon à Toulon vient d'annoncer qu'il annulait 2 concerts du groupe de rap NTM auxquels étaient opposés le maire de Toulon, M. Le Chevalier du Front National, et le préfet du Var, M. Marchiani, qui estime quant à lui que ce groupe prend systématiquement comme cible l'image de la femme et le rôle des forces de police. Ce n'est pas pour vous gâcher les premiers effets bénéfiques du soleil, mais au congrès Euroconcert, les spécialistes sont largement revenus sur les dangers du soleil, justement, et notamment sur les enfants que l'on expose trop longuement aux rayons ultraviolets. Les cancers dus au soleil progressent chez les jeunes entre 20 et 25 ans. Françoise Vallet, Philippe Deslandes. Paris, aujourd'hui. Les heures les plus chaudes de la journée ne découragent pas les amateurs de bronzage. Vous n'avez pas peur d'abîmer votre peau? Si. Ça ne t'empêche pas d'aller au soleil? Non. Je mets de la crème et puis bon, de toute façon, j'ai 19 ans donc je vais arrêter ça. Elles ont tort, car les effets néfastes du soleil sur la peau commencent dès l'enfance. Et c'est dès l'enfance qu'il faut se protéger. Dans ce laboratoire, ça se passe comme à la plage. Des cellules de la peau sont irradiées d'UVA et UVB, une technique qui permet d'observer les dommages causés par le soleil. Lorsque la peau est éclairée par le soleil, il y a toutes sortes de bonnes choses qui se passent et il y a également des lésions qui se créent dans la peau. Ces lésions sont réparées mais jamais complètement réparées. Ce qui fait qu'avec le temps, la peau s'abîme de plus en plus au soleil et que donc chacun d'entre nous a un capital soleil qui va s'épuiser progressivement au cours de la vie. Parce que les cellules sont plus sensibles, les activités en plein air plus nombreuses, à 16-17 ans, les adolescents ont consommé les 2/3 de leur capital soleil. Il est donc important de se protéger. Utiliser des produits solaires à indice élevé, ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, remettre un t-shirt en sortant de l'eau, un chapeau, des lunettes, mais surtout, éviter d'exposer les enfants. Roland Garros, une finale inédite. L'Allemand Michael Stich, qui a battu le Suisse Marc Rosset en 3-7, affrontera le Russe Kafelnikov, qui a écrasé, à la surprise générale, l'Américain Pete Sampras, méconnaissable aujourd'hui. François Brabant, Maryse Richard. Le trou noir, la panne sèche, le coup de pompe ou le coup de bambou, on peut appeler ça comme on veut, le résultat est le même et se lit sur son visage. Aujourd'hui, Sampras est vidé. Le problème, c'est que l'Américain est vidé bien avant que le match ne soit terminé. Dès le premier set, on voit bien que le rythme imposé par Kafelnikov là-bas au fond du court est trop dur pour lui. Sampras n'est pas tout à fait là. Une solution, s'en sortir grâce au service. Mais en face, Yevgeny Kafelnikov ne lâche rien. Le Russe voit que son adversaire est KO. Il sait que Sampras a déjà joué 3 matchs en 5-7 et que ça l'a épuisé. Alors, à 2-7-1 pour lui, quand l'Américain lâche quelques derniers coups désespérés, il s'accroche. Et dès qu'il a sa chance, Sampras finit sur une dernière grosse faute. 7-6, 6-0, 6-2. Le héros du tournoi ne méritait sans doute pas de sortir comme ça. Kafelnikov lui-même en a l'air désolé. Il y aura quand même un pur attaquant en finale. Michael Stich, lui, est encore tout frais. Du coup, contre Rosset, il peut se permettre d'effectuer son numéro d'équilibriste au filet. Rosset, lui, n'est pas à la hauteur. Stich s'impose 6-3, 6-4, 6-2 contre Kafelnikov en finale. En voilà un au moins qui devrait être en jambes. 6-3, 6-4, 6-2. L'Euro 96 de football en Angleterre commencera lundi pour les Français qui rencontreront les Roumains. Les Bleus ont pris possession aujourd'hui de leur résidence près de Newcastle. Yann Lavoie, André Germain. Les lunettes noires étaient de sortie ce matin. En fait, il ne manquait que les cris des jeunes Anglaises pour accueillir nos 22 jeunes gens dans le vent. Un vent frais qui souffle sur Newcastle, sa verte campagne, et le George Hotel, lieu de résidence des joueurs français. Un de ces lieux où ils préféreraient sûrement être accompagnés de leurs épouses. Car jugez par vous-même, Deschamps et ses copains vont être ici comme des coqs en pâte. L'hôtel est même équipé en salle de soins. Tranquillité assurée, seuls les membres de l'équipe seront acceptés à l'intérieur de l'hôtel durant leur séjour, car les choses sérieuses commencent. Depuis qu'on est en Angleterre, on est déjà dans l'Euro. Maintenant, on n'est pas encore dans ce premier match, parce que je crois qu'il faudra vraiment attendre le dernier moment. Encore une fois, ça ne sert à rien de jouer le match avant.
pourra trouver une bonne association entre la décontraction et puis une grande motivation. Ici, depuis un an, la star s'appelle Ginola. Et les fans vont ressentir comme un grand vide lundi, lorsque la France pénétrera dans ce stade de St. James Park sans leur Frenchie adoré. Tous les supporters de Newcastle espéraient vraiment que Ginola serait sélectionné. Et pour le venger, il se pourrait bien que le public se retourne contre les Français et supporte davantage leurs adversaires. À 2 pas du stade, un autre monument oublié. Et même si celui-ci tourne le dos au terrain, nul doute qu'il ouvrira grandes ses oreilles lundi, vers 20h30. Confirmation officielle, le Bordelais Christophe Dugarry, qui fait partie de l'équipe de France, a signé au Milan AC. Il quitte donc Bordeaux pour 3 années. La Grande-Bretagne s'apprête donc à vivre une spectaculaire quinzaine de football. Reportage de notre correspondant sur place, Bernard Lebrun. Gravir les marches de la gloire, celles qui conduisent à la tribune royale où Sa Majesté remettra la coupe à l'équipe victorieuse le 30 juin prochain. C'est à cela que jouent ces enfants d'une école anglaise visitant le mythique stade de Wembley. 76 000 places, 100 000 à l'origine lors de sa construction pour l'exposition impériale de 1924. Ici se sont déroulés les premiers Jeux olympiques d'après-guerre et il y a 30 ans, la Coupe du monde de football. Il s'appelait Bobby Charlton, Bobby Moore, et les Anglais avaient gagné. 30 ans exactement, et dans cette nation folle de football, l'équipe d'Angleterre est aujourd'hui investie des rêves les plus fous. Le football revient à la maison, dit la chanson numéro 1 du pays, car pour les dirigeants comme pour les supporters, la première victoire est dans le déroulement de ce championnat d'Europe des nations en Angleterre. Ils reviennent en effet de loin, les Anglais, 5 années d'exclusion par l'UEFA de 85 à 90 pour hooliganisme. Alors il a fallu frapper fort pour que ça ne recommence pas, comme si l'Euro 96 était avant tout le grand défi de la police. Raid préventif, arrestations multiples, avis de recherche dans la presse, unité spéciale de surveillance, avis aux amateurs, place au sport. 16 pays sélectionnés, 31 matchs, 1 million de tickets vendus, 7 milliards de téléspectateurs dans 194 pays, c'est cela l'Euro 96. Et en Angleterre, c'est encore 600 millions de francs de paris chez les bookmakers. Indication, l'Allemagne est donnée gagnante, la France 4e devant l'Angleterre, mais surprise, chez les meilleurs buteurs, 2 Français apparaissent, Djorkaeff et Loco. Principale difficulté, la sécurité. De nombreuses unités spéciales de la police feront la chasse aux hooligans, que ce soit dans les tribunes ou à l'extérieur des stades. 2 matchs sont particulièrement redoutés, Angleterre-Écosse, les 2 équipes les plus rivales de Grande-Bretagne, ainsi que Angleterre-Pays-Bas. Cyclisme maintenant, course contre la montre cet après-midi dans le Dauphiné libéré qui opposait Indurain à Jalabert qui est actuellement le premier au classement général. Indurain a gagné le contre-la-montre assez largement, 50 secondes d'avance sur Jalabert, mais Jalabert conserve le maillot de leader de cette course cycliste. Avignon se prépare pour son festival d'été. Mais pour l'instant, les acteurs, ce sont les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Explication, Thierry Hay, Emmanuel Becquet. Dans un mois, cette ancienne carrière deviendra l'une des salles de spectacle les plus fréquentées du Festival d'Avignon, comme chaque année. Mais avant que les acteurs ne posent leurs pieds sur les planches, c'est aux alpinistes de jouer. Eux aussi, mieux vaut qu'ils sachent bien leur rôle. Gels et dégels successifs, sans oublier de multiples explosions à la dynamite, ont rendu la roche de plus en plus friable. La commission de sécurité a donc exigé des travaux exceptionnels. Tout est fracturé, donc il y a énormément de risques de chute de pierre. Donc on va purger, on fait tomber tous les cailloux et après on va mettre du grillage. Là, entre en scène la vraie vedette du spectacle, l'hélicoptère. Tirer un grillage de 60 mètres le long d'une paroi, risqué, mais obligé, vu la configuration des lieux. Ce grillage, plaqué contre la pierre, invisible à quelques mètres, évitera les chutes éventuelles. La sécurité, l'obsession des organisateurs de spectacles. L'événement qui a marqué, c'est l'accident de Furiani. Les services administratifs sont beaucoup plus à cheval sur la mise en sécurité afin d'éviter ou de protéger la vie des spectateurs. Les pompiers veillent et veilleront.
Une fois qu'ils auront fini, nous ferons une visite de sécurité. Et si tout va bien, à partir du 15 juillet, 120 comédiens roumains présenteront ici les Danaïdes d'après Échille. Le spectacle sera peut-être un pavé dans la mare théâtrale, mais les spectateurs devraient être à l'abri d'un coup de théâtre. Les futures vedettes du journalisme de demain ont été récompensées ce matin par M. Xavier Gouillou-Beauchamp, président de France Télévisions. Les 3 lauréats, 3 jeunes journalistes ont reçu un prix. Ils ont également le droit d'effectuer un stage de 3 mois au sein des différentes rédactions de France Télévisions. Bravo à ces 3 jeunes gens, dont une jeune fille. Dans quelques instants, la météo, Nathalie Riouet, le point route de Valérie Maurice, 23h45, Géopolis consacré à l'Irlande. Le dernier journal, ce sera Florence Daucher, 7h demain matin, thé au café. Catherine Sellac reçoit notamment le musicien Manu Dibango. Très bonne soirée sur notre chaîne, à demain 13h. Bonsoir.